Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, c'est un nouveau podcast Tribu, le podcast qui se lance à la recherche de notre culture, culture populaire, culture traditionnelle, mode de vie. Et on est avec Mustapha Kadeli qu'on ne présente pas. Salut Mustapha. Bonjour. On va parler de quelque chose de très important. Les souks. Exactement, le souk. Voilà. Souk. On va même pas le traduire par marché parce que tout le monde a compris de quoi on veut parler. Absolument. Yak. Ouais. Alors c'est quoi? C'est une institution de commerce qui révèle aussi une chose basique, facile, normale, mais surprenante. Quelque chose qui a structuré pratiquement l'histoire de l'humanité depuis l'existence. On a toujours cru que les gens vivaient dans un vase clos et qu'ils mangent ce qu'ils produisent et s'arrêtent là. Non, pas du tout. L'échange a été l'origine, peut-être même, de la première activité humaine, avant de commencer à fabriquer des choses pour les échanger en échange d'autres produits, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très ancien dans l'histoire de l'humanité et on a encore cette tradition, ce système de fonctionnement très vivant à la campagne, essentiellement. Dans les villes, paraît-il, jusqu'aux années 60, il y avait quelques villes encore avec des marchés hebdomadaires, avec des lieux dans des quartiers, etc. Pratiquement, ça a disparu. Mais ça reste un élément fondamental dans l'économie rurale. Alors quand on dit souk, est-ce que c'est forcément hebdomadaire? Oui. C'est hebdomadaire. C'est pour ça qu'on a même des villes aujourd'hui qui sont nées à la base d'un souk. D'ailleurs, Khamis Zmamra, Arba de Laounat, Souk Larba, Souk Tlat, L'Gharb, Bougoudra, etc. Je veux dire, on a énormément. Comme ça. On a à l'infini, dans toutes les régions, dans toutes les provinces, on a des lieux comme ça connus par le nom. On n'a même pas besoin de donner le nom du lieu. Selon la région où on étudie Souk Sebt, c'est automatique. On connaît le lieu, sans donner le nom du village ou de la ville. C'est le village qui a pris le nom du souk. Absolument. D'ailleurs, puisqu'on est dans les expressions, on peut continuer et noter à quel point ce souk, il est dans notre langage quotidien. Enfin, c'est trop soukhlask, par exemple. Je sais pas quelle est la place de cette réflexion dans le podcast. Rentre dans le souk de ta tête. Sarkhba, c'est-à-dire qu'il va chercher les infos. Les infos, absolument. Bon bref, je sais pas. Nahr souk. Alors c'est quoi Nahr souk? Ouh là là, quand quelqu'un prononce la formule, c'est vraiment terrible. Nahr souk, c'est les troubles, c'est arrêter un souk, c'est la pire des catastrophes qui peut arriver à un souk. Comment on peut arrêter un souk? Eh ben par des troubles, par exemple, une dispute, une bagarre. C'est pour ça que c'était très réglementé dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il est interdit de porter les armes, il est interdit de régler ses comptes parce qu'il y avait un shir souk ou bien l'amine, il y avait des personnages chargés de veiller au grain, comme on dit, mais il est formellement interdit de régler ses comptes dans un souk ou de porter les armes. C'est un lieu de marché, c'est un lieu de vente, c'est un lieu d'achat. Sacré, on peut dire. Sacré, absolument. Absolument. Des fois, on a même des pierres qui signalent un marabout. C'est-à-dire comme une sorte de l'horm. On l'installe sous la protection d'un marabout, même s'il n'est pas enterré, un marabout vénéré dans une région, et surtout une région où il y a de la tension, on installe des pierres, des kerkour, en quelque sorte, pour signifier la sacralité des lieux et l'interdiction d'être belliqueux, quelle que soit la région. Même si tu rencontres quelqu'un qui a assassiné ton père, tu n'as pas le droit de lui adresser la parole, c'est pas le lieu. Alors, tu nous as parlé rapidement de shir souk, l'amine. C'est quoi son rôle en fait? Il distribue les places, il y a des taxes. Comment ça marche? Tout, et en plus de la taxe, tout. Mais il veille au grain, c'est-à-dire il veille à la bonne organisation, à régler les litiges, parce que aussi il est organisé en corporation en général. Chaque corporation a son ami, l'amine de l'Khattara, l'amine de l'Gzara, l'amine de Molintoub, l'amine de l'Attara, etc. Et il y a quelqu'un qui habite sur place, soit à côté, qui représente un peu la tribu. Il n'a pas les mêmes pouvoirs que le shir de l'Qbila. Il est chargé uniquement comme shir du souk ou amrar, qui organise les emplacements, la sécurité, les litiges et bien sûr la taxation et surtout aussi assurer la sécurité. J'évoquerai encore notre ami Ahad Septi sur la Zdata ou la Zdat pour assurer la sécurité, parce qu'un souk d'abord c'est la sécurité pour s'y rendre. Alors à partir du moment où il y a des coupures de route, etc., c'est la descente aux enfers parce que c'est des ressources qui manquent et surtout aussi certains souks par rapport à d'autres, il y a des spécialités. Il y a des souks des très grands, des moyens, des petits, même des très petits. On peut trouver aujourd'hui encore dans des petites localités un souk où il y a
pas 16, 20 marchands à tout casser, mais les gens tiennent à pointer, surtout pour des produits de première nécessité, malgré l'existence des boutiques dans le coin éventuellement. Mais les gens tiennent à avoir ce petit lieu d'échange où des commerçants viennent d'ailleurs pour amener des produits qui ne sont pas disponibles au quotidien, etc. Tout à l'heure, on a dit les expressions, et tu m'as posé la question sur ces sites hebdomadaires. On a le terme suiqa. Suiqa du matin, suiqa de fin de journée, suiqa de vendredi matin, le jour de la grande prière. Mais c'est quoi suiqa? C'est le petit souk? C'est un petit souk où il n'y a pas tous les produits. Il y a des produits spécifiques comme des légumes, des poissons, de la viande, des trucs qu'on a besoin. Je dis, en ville maintenant, on a des suiqa du matin, de fin de journée et même de vendredi matin, que ce soit en ville ou à la campagne. Dans des petits centres ruraux à la campagne, on a encore ce système qui fonctionne au-delà du souk hebdomadaire, ça ne le remplace pas. Mais c'est surtout des suiqa des produits de consommation. Alors que le souk, c'est autre chose. Le souk, alors parlons du souk. Moi, je veux comprendre. Le khaddar, qui est Tnin Abu Ghudra. Oui. Est-ce que c'est le même que celui qui est Tlet Sidi Ben Nour. C'est le même? À côté, oui. C'est un métier. D'accord, c'est un métier. C'est un métier. Donc, les c'est un gens commerçant. C'est un commerçant. Donc, le souk est rempli de commerçants. De commerçants. Il n'est pas rempli d'agriculteurs. Des gens qui vendent. Les gens qui vendent. Les deux. Il y a des professionnels qui font de l'achat et de la vente. Voilà. Un vendeur de légumes, par exemple, il se pointe au souk, comme tu as dit, il était à Altnin le lendemain à Tlet, il achète chez le grossiste et il détaille, le kchacha. Il fait donc le détail, la vente en détail. Il repart avec, qu'est-ce qu'il a comme capital, comme on dit, il a sa balance. C'est tout, avec laquelle il pèse. Et éventuellement, même quand il a des restes de légumes, soit il les laisse sur place, soit il les revend à un prix dérisoire pour repartir. Je vais poser ma question différemment. Supposons qu'on produise des carottes dans le lieu du souk. Oui. Vous les vendez. Vous les amenez, vous les vendez vous-même. Voilà. Comme vous pouvez les vendre. Ouais. L'agriculteur. L'agriculteur les vend lui-même, comme il peut les vendre aux détaillants. D'accord. Et en lui laissant sa marge de. Donc c'est pas de une bénéfice. caravane, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est pas une caravane de commerçants qui bougent. Si. Il y a des professionnels qui bougent de souk en souk. Ils se reposent un jour par semaine en général. Alors on a le khaddara, les bouchers, les vendeurs de textiles, la tara. Je veux dire, on a énormément de personnes qui ne vivent que de ce métier de se déplacer de souk en souk. Ils bougent vers 4 heures du matin en général pour arriver très tôt sur les lieux, pour planter leur tente, avoir leur emplacement, chercher la marchandise s'ils en ont besoin, et jusqu'à midi, 14, 16 heures, 18 heures selon les cas, rentrer chez eux. En général, il y a un rayon. On a des thèses sur le sujet, on a ce qu'on appelle les rayons d'attraction des soukiers, les gens qui fréquentent le souk, pour faire ce travail de professionnels de souk qui travaillent rien que le souk. Ils n'ont pas de boutique. Ils ne travaillent pas fixe, ils sont toujours en mobilité. Et dans toutes les régions du Maroc, on a ce système sans exception. Il y a également des gens qui font de l'importation, j'imagine, des produits importés. Le souk à la base, c'est pour vendre les produits locaux et acheter les produits qui viennent d'ailleurs, y compris les produits qui viennent de la ville, c'est-à-dire les produits qui sont importés même de l'étranger. Il y a des commerçants spécialisés dans ces circuits-là. Donc c'est un travail de collecte, des produits locaux pour la collecte, par exemple, pendant la saison des récoltes. Je sais pas moi, les lentilles, les pois chiches, les amandes, les olives, etc. Même si aujourd'hui, avec la modernisation, il y a des circuits de grossistes qui passent directement en dehors du souk pour aller acheter les récoltes chez les paysans et les revendre en général à Casablanca, soit pour les stocks, soit pour les commerçants qui redistribuent ça dans d'autres régions. Mais ça reste un lieu de collecte de produits ruraux, comme on appelle cela, c'est-à-dire la collecte des produits produits dans une région donnée, et c'est dans le souk que se fait ce marché à la base. Ensuite, on a cette diffusion des produits qui viennent d'ailleurs, ce qu'on appelle les produits manufacturés. Bon, il y a le thé, le sucre, le textile, des produits qui viennent de la ville, pas forcément fabriqués en ville, mais en tout cas, Casablanca reste bien sûr le centre de distribution avec les relais des grandes villes qui sont des relais de redistribution. Et il y a des commerçants très spécialisés qui cherchent cette marchandise en camion et qui la revendent aux détaillants sur les souks, ou bien ils les revendent eux-mêmes directement aux consommateurs. Quand tu parles de taxation, il y a une taxation locale, c'est-à-dire À la base, oui, ce qu'on appelle 5.
5, ça a été Quoi, d'ailleurs, c'est combien on paye pour les villes. D'ailleurs, la ville, c'est un souk permanent. Hein. On va en reparler peut-être. Déjà, à l'origine, rentrer dans une ville, amener de la marchandise, c'est payer 5. Une taxe pour rentrer, faire du commerce fixe, absolument. Droit d'entrée. Droit d'entrée. C'est la même chose dans les souks. Aujourd'hui, les souks, ils appartiennent aux communes rurales. Et cette taxation existe toujours, mais c'est pas la commune aujourd'hui en général, ce n'est plus la commune qui la touche directement. Ils vendent le marché du souk à des intermédiaires qui achètent ce droit-là de collecter 5. Donc ils payent à la commune la somme convenue, et eux, ils collectent, avec un cahier de charge bien sûr, ils collectent cela auprès des commerçants, des voitures, des camions, des ânes. Vous payez pour un âne que vous rentrez avec une voiture, avec un camion, plus l'emplacement dans lequel vous vendez. Tu n'as pas de taxation par rapport au profit ou par rapport au volume échangé? Non, c'est juste un droit d'entrée. Un droit d'entrée. En échange de service. Alors là, bon, j'ouvre la grande parenthèse. C'est quoi le service? Le service, on te donne un emplacement. Mais bon, malheureusement, on a un constat entre les souks. À l'époque coloniale, l'IOT va jouer beaucoup sur ça. Il dit, moi, il donne consigne à un officier des affaires indigènes. Dès que tu arrives quelque part, tu fais ta caserne. Utilise ton médecin militaire pour soigner les gens, pour faire la politique d'attraction, et installe un souk. Un souk comme lieu d'attraction, parce que c'est destiné à ce qu'on appelait les dissidents dans le langage à l'époque, pour voir l'abondance des marchandises, les prix modiques, parce que aussi même dans la résistance, on avait continué à organiser des souks d'échange, parce que la notion d'échange est fondamentale, non seulement des matériels de guerre, mais surtout le consommable, le sucre, le thé, les bougies, l'huile, des produits de base dont les gens ont besoin, même dans la résistance. l'IOT avait beaucoup joué sur cela. Ensuite, quand une région est pacifiée, comme il disait, sécurisée, on fixe, on donne une importance capitale au souk avec l'organisation, par exemple l'organisation de l'abattage dans des gournas, dans les abattoirs, avec de l'eau, l'ombre. On a plein de souks anciens avec des eucalyptus qui ont aujourd'hui disparu. Dans le souk, on a le service, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbre. Quand il pleut, c'est la gadoue, c'est pas possible. Et on se demanderait toujours, bon, la commune est très contente d'avoir cette recette, mais ça rentre dans le budget pour payer les fonctionnaires, etc. Mais le service offert dans les souks aujourd'hui, c'est terrible. Quand il fait très chaud, les gens souffrent. Quand il pleut, les gens souffrent. C'est-à-dire, on paye des taxes, on fait amener. Déjà, on essaie d'agrandir le souk pour avoir une grande attraction, pour avoir beaucoup de commerçants, pour avoir beaucoup de taxes et beaucoup de commerce, mais le service n'y est pas. L'ombre, l'eau, les toilettes, l'hygiène, les conditions d'abattage. Je veux dire, quand des fois, il faut fermer les yeux et le nez. Hein, quand on passe dans des secteurs d'abattage, surtout soit de poulets, de trucs comme ça, c'est terrible. Comment les communes perdent encore beaucoup plus de l'argent, à mon avis, par le fait de ne pas aménager ces espaces vétos économiques. Mais bon, on parle d'un projet de faire des expériences pilotes, justement, au moins pour paver les voies. Quand il pleut, les gens puissent trouver par où passer, faire de l'ombre, des arbres à la basique. Les Français et les Espagnols ont beaucoup travaillé cette dimension-là on le voit dans les traces, hein, certains souks gardent encore cela, l'ombre, l'eucalyptus, les lieux où les gens se reposent, parce que aussi c'est un lieu où les gens viennent pour vendre, pour acheter, faire un tour, prendre les nouvelles, manger chfinge et repartir sans rien vendre. Est-ce que c'est aussi un lieu d'échange intellectuel, j'ai envie de dire? Tout. D'information. Tout. C'est la circulation des idées, des alliances, des repérages de mariage. Les femmes viennent, les garçons viennent, les vieux viennent. Je veux dire, il y a tout le monde qui vient en fonction de l'occasion, surtout quand il y a des récoltes. Les gens ont un peu plus d'argent et donc, du coup, la famille, à tour de rôle, ils viennent uniquement pour acheter des équipements pour la maison, pour la cuisine, les habits, les trucs, etc. Et donc, c'est là que le souk dépasse le côté commercial pur pour avoir vraiment une dimension. Alors, on avait dit au début qu'il était hebdomadaire, mais il peut être annuel, comme le souk am d'Aït Hadidou, l'a connu aujourd'hui des Milchil. On a une qsba, enfin ce qu'on appelle une qsba, un igram ou un qsar de Rissani à côté qui s'appelle Bouham, qui remplace Sijil Massa. Bouham, c'est un peu, le terme renvoie à cette histoire de souk am, c'est-à-dire ce grand événement, parce que aussi, c'est des moments de saison où on a des produits qui ne sont
pas régulièrement vendus sur le marché. Par exemple, le bétail. On ne trouve pas le bétail dans tous les souks. Les chevaux, les mulets, les vaches, les taureaux, les moutons. Si selon les régions, on peut trouver un souk où il n'y a que du consommable, il n'y a pas le bétail. Et il y a ce qu'on appelle les grands souks. Par exemple, aujourd'hui au Maroc, on a des lieux précis pour acheter le cheval. On ne peut pas le trouver partout. C'est à côté de Stade ou à côté de Tissa, Khnifra éventuellement. Le mulet, par exemple, ce souk de des Milchil, qu'on appelle les Milchil ou Fetaït Hadidou, c'est le lieu par excellence pour l'achat des dromadaires et des mulets. C'est immense, comme je veux dire, la moitié du souk, c'est un marché de bétail. Est-ce que c'est un lieu également de plaisir? Tout, il y a le Qamara, il y a le Hlaïqiya, il y a le Qamara, ils ont pratiquement disparu. Là, mais en tout cas, bon, il y a des trucs qu'on appelle dados, là, les gens, bon, tu vois, tu mises sur une, on te met des cartes, d'ailleurs, des dés, et tu mets sur une carte, en général, ils sont cachés avec des rideaux, etc., des petits trucs, des fois, il y a les cirques qui viennent, comme tout ce qu'on voit, un petit peu un échantillon de tout ce qu'on voit à Jamal Fna. C'est un métier, d'ailleurs, qui disparaît pratiquement dans les souks, parce que aussi, on a des professionnels des spectacles qui font le tour des souks. On avait parlé d'un personnage dans les icônes, Lahsna Zayi, qui est arrivé jusqu'au théâtre Mohamed V pour une performance avant sa mort. Il a commencé par les souks. Il a fait pratiquement énormément de souks du Maroc, du Rif pratiquement jusqu'aux marches du Sahara. Beaucoup de gens l'ont connu, l'ont entendu. Il a impacté énormément de gens au point que des fois les gens s'oublient quand ils suivent son spectacle parce qu'il est tellement extraordinaire que les gens oublient pourquoi ils sont venus pour acheter ou vendre quelque chose. D'ailleurs, un certain Rachid dit attention, laisse Lahsna Zayi jusqu'à la fin, finis ce que tu as à faire d'abord et tu vas le voir parce que c'est quelqu'un qui avait le don de ce spectacle comme d'autres, non, j'ai en tête comme ça, l'équivalent d'Okhshbal Ozroual, Kertel, dans la région de Stade, il y a beaucoup d'autres noms qui ont fait leur métier, un petit peu celui du spectacle. Donc là, on a parlé un petit peu de l'espace rural. Pour la ville, c'est le souk permanent. Vous avez les produits tous les jours. Et d'ailleurs, ça avait inspiré quelqu'un, un Américain, qui avait fait une thèse de doctorat sur la ville de Sfro. Il était étonné de voir pratiquement, j'exagère un peu, que le nombre de boutiques dans la ville de Sfro, historique, intramuros, dépassait pratiquement l'habitat. Et il dit, mais comment, à qui ils vendent ces gens-là? Mais au fait, c'est une sorte de souk permanent, ouvert, tous les jours, et qui commerce avec l'ensemble des tribus de la région, donc qui n'ont pas besoin d'attendre le souk hebdomadaire, et surtout pour certains produits. Et donc, du coup, on a fait une excellente thèse de doctorat, d'ailleurs, le souk de Sfro, qui nous a donné l'un des grands anthropologues américains universellement connus, Clifford Geertz. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On a une excellente thèse de référence également sur les souks marocains, un Français, Jean-François Trouin, qui en avait fait une thèse de doctorat, genre 600, 700 pages. Il avait étudié à peu près depuis Marrakech jusqu'au nord. Un inventaire systématique de tous les grands souks. Il avait dit à l'époque, je ne sais pas, un chiffre genre 40% des grands souks du Maroc. Il les a visités, il a fait un inventaire, une étude, etc. Comme par exemple, mais tu veux acheter un tapis aujourd'hui, dans quel souk tu veux aller pour l'acheter? Tu vas à Khmissat, tu vas à Khnifra, par exemple. Je parle juste de ce point. Tu vas sur Internet. Oui. Tu veux, Jlabal Bziouia, paraît-il, il y a des souks des femmes dans le Rif, où les femmes vendaient leurs produits réservés exclusivement aux femmes. Comme pour Abzou, c'est les femmes qui vendent leur tissage. Et donc, c'est elles qui viennent et il y a le samsar qui fait de lala. Et donc, chaque vendredi matin, Abzou, il continue un petit peu cette tradition. Ce sont les femmes qui arrivent avec leurs propres produits. Merci beaucoup. Alors, c'est un grand sujet qu'on a survolé pour vous parler, de faire une longue liste avec des souks hebdomadaires, des souks annuels, des souks féminins, des souks ruraux, des souks des moussem, des souks à la veille, qui sont à la fois des lieux d'échange, des lieux de commerce, des lieux de socialisation. Les souks de la veille des fêtes religieuses. Ah, c'est un souk spécial. C'est un souk spécial. C'est-à-dire, on n'attend pas son tour hebdomadaire, mais surtout pour le consommable, pas pour l'équipement. Ben voilà, c'est un sujet riche. On vous a juste donné un petit aperçu de ce cœur de la vie, j'ai envie de dire, de la vie commerciale. Économique du Maroc traditionnel. Merci beaucoup, Mustapha. Merci à vous. Pour ce tour d'horizon.
Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.